Bonjour à tous et bienvenue sur ce module de formation QP Pharma portant sur la libération pharmaceutique. Je suis Florian Viel, pharmacien formé à la faculté de Rouen. Avant QP Pharma, j'ai travaillé pour un CMO fabriquant des médicaments stériles injectables. J'y ai occupé les postes d'ingénieur transfert industriel et de responsable adjoint assurance qualité opérationnelle. Cette seconde expérience m'a permis de comprendre la pratique de libération pharmaceutique et me servira de socle pour cette formation. Le contenu sera segmenté afin d'avoir une architecture claire et qui vous permette de revenir rapidement et simplement sur les points que vous souhaitez revoir par la suite. Nous verrons dans cette formation qui est le pharmacien responsable et quel est son rôle dans la libération pharmaceutique. Puis nous détaillerons tous les points à vérifier d'après les BPF avant de procéder à une libération et nous terminerons par quelques conseils concrets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose toutefois de voir ensemble quelques définitions qui sont indispensables à la bonne compréhension du sujet. Les bonnes pratiques de fabrication ont dédié une annexe à la libération pharmaceutique. Il s'agit de l'annexe 16. Certification par une personne qualifiée et libération des lots. Il est important à ce stade d'expliquer le vocabulaire utilisé dans cette annexe. En effet, vous pouvez entendre dans vos entreprises les termes certification, confirmation ou libération sans forcément les différencier. La certification est définie dans l'annexe 16 comme la certification dans un registre ou un document équivalent par une personne qualifiée et qui représente la libération de la qualité du lot avant sa libération pour la vente ou la distribution. Certifié veut donc dire qu'une personne qualifiée s'engage sur la qualité du lot concerné et sur le fait que le lot puisse être utilisé sur le marché. Il s'agit de la finalité d'un lot pour un site de fabrication. La confirmation maintenant est définie comme une déclaration signée par une personne qualifiée attestant qu'un procédé ou un contrôle a été réalisé conformément au BPF et à l'autorisation de mise sur le marché ou d'essais cliniques applicables, au dossier de spécification du produit et ou à l'accord technique selon le cas, dans le respect de l'accord écrit préalablement avec la personne qualifiée responsable de la certification du lot de produits finis avant sa libération. La personne qualifiée qui fournit une confirmation engage sa responsabilité sur les activités qu'elle confirme. La différence entre confirmation et certification tient au fait que la confirmation concerne une étape ou un contrôle et non l'intégralité du lot. La confirmation de toutes les étapes de fabrication est un prérequis à la certification du lot. Concrètement, 3 personnes différentes peuvent confirmer la formulation, la fabrication et le contrôle analytique, et un pharmacien libérateur va certifier l'intégralité du lot en se basant sur les confirmations précédentes. Le certificateur peut d'ailleurs avoir confirmé certaines des étapes. Le processus de libération, enfin, correspond, d'après les principes généraux de l'annexe 16, à petit 1. La vérification de la fabrication et du contrôle du lot conformément aux procédures de libération définies. Il s'agit de la confirmation de chaque étape. Petit 2. La certification du lot de produits finis effectuée par une personne qualifiée attestant que le lot est conforme au BPF et aux exigences de son AMM. Petit 3. Le transfert dans un stock destiné à la vente et ou à l'exportation du lot de produits finis. Le paragraphe 4.1 stipule également que les lots de médicaments ne peuvent être libérés pour la vente ou la distribution sur le marché qu'après leur certification par une personne qualifiée telle que décrit précédemment. Jusqu'à ce qu'un lot soit certifié, il doit rester sur le site de fabrication ou être expédié en quarantaine. On comprend donc que la libération correspond à l'expédition logistique sans contrainte du lot permettant sa mise sur le marché et sa disponibilité dans les officines ou les hôpitaux. Elle n'est possible qu'après que le lot ait été certifié. En résumé, chaque étape génère des données, production ou contrôle. Sur base de ces données, une personne qualifiée confirme l'étape. Une fois toutes les étapes confirmées, le lot peut être certifié par une personne qualifiée. Enfin, une fois certifié, le lot peut être libéré et mis sur le marché. Cas particulier. Le certificateur est celui qui autorise la mise sur le marché du lot. Cela veut nécessairement dire qu'aucune étape de fabrication, conditionnement inclus, n'est faite après la certification. Dans le cas d'un CMO, il est fréquent que la fabrication soit faite sur un site et le conditionnement final sur un autre site, le plus souvent chez le donneur d'ordre. Dans ce cas-là, le CMO ne peut pas certifier. C'est logique, il ne peut pas s'engager sur la qualité du lot pour mise sur le marché, alors que d'autres étapes sont encore à réaliser. Le CMO va donc uniquement confirmer les étapes qu'il a réalisées. Il est d'ailleurs précisé dans l'annexe 16 des BPF que la responsabilité ultime afférente à la performance d'un médicament au cours de son cycle de vie, à sa sécurité, à sa qualité et à son efficacité incombe au titulaire de l'AMM. Mais alors, une personne qualifiée, c'est qui? Quelles sont les conditions pour être considéré qualifié? Est-ce que vous êtes qualifié? Est-ce que je suis qualifié? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie
consacrée aux pharmaciens responsables. Les conditions pour être reconnu comme personne qualifiée ne sont pas définies dans les BPF, mais dans la directive européenne 2001/83/CE, article 49. On y trouve notamment des requis concernant la durée minimale d'études théoriques à avoir suivies, une liste des matières qui doivent impérativement faire partie du programme d'études, ainsi qu'une durée minimale d'exercice d'activité d'analyse qualitative de médicaments et quantitative de principes actifs. Un site industriel titulaire d'une autorisation de fabrication se doit de disposer de façon permanente et continue d'au moins une personne appelée personne qualifiée, répondant aux critères énoncés dans l'article 49 décrit plus tôt. Donc, la directive européenne établit clairement que pour avoir une autorisation de fabrication, une usine doit avoir dans ses effectifs une ou plusieurs personnes qui disposent d'une formation académique et pratique répondant aux attendus listés dans la directive. Petit avis personnel sur ce point, la partie académique nous prépare à comprendre les problématiques que nous rencontrons dans la pratique. Sortis de fac, nous ne sommes experts de rien, mais nous sommes prêts à tout comprendre. Ne sous-estimez pas l'expérience acquise lors des premières années professionnelles. Ne négligez pas non plus la nécessité de connaître le site de production avant de libérer. Une recommandation QP Pharma à ce sujet, écrivez dans vos procédures un délai minimal de présence sur site, même pour une personne expérimentée, avant de pouvoir libérer. Libre à vous de définir ce délai, mais 1 à 3 mois en fonction de la complexité du site sont à mon avis nécessaires. Retour à la directive 2001/83/CE, qui précise également le rôle de la personne qualifiée, permettant au site industriel de disposer de son autorisation de fabrication. C'est elle qui est responsable de veiller à ce que chaque lot de médicaments soit fabriqué et contrôlé conformément à la législation en vigueur et à l'AMM. La personne qualifiée est donc personnellement responsable de la qualité de tous les lots qui sortent du site industriel dont elle a la charge. Si vous travaillez en France, vous me voyez arriver, la personne qualifiée correspond au pharmacien responsable ou à son pharmacien délégué. Mais alors, pourquoi forcément un pharmacien? Ok, il faut une formation théorique d'une durée suffisante, portant sur des matières précises, et une durée d'exercice minimale pour justifier de l'expérience nécessaire. En imaginant une formation universitaire autre que les études de pharmacie qui remplirait ces critères, et ça existe, pourquoi la personne qualifiée ne pourrait pas être un ingénieur ou un docteur en chimie par exemple? Eh bien, dans la directive européenne, rien ne l'empêche. Et c'est d'ailleurs ce qu'il se passe dans les autres pays de l'Union européenne. Mais vous le savez, les Français aiment cultiver leur complexité. Nous arrivons donc au Code de la santé publique, troisième texte de loi abordé dans cette formation, qui énonce dans l'article R5124-19 « Tout acte pharmaceutique est effectué sous le contrôle effectif d'un pharmacien qui remplit les conditions d'exercice de la pharmacie en France ». C'est de là que vient le fameux monopole pharmaceutique dans l'industrie. La certification d'un lot étant considérée comme un acte pharmaceutique, elle doit être effectuée sous le contrôle effectif, comprendre dans ce cas fait par un pharmacien remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France. Si des pharmaciens non taisés nous regardent, c'est pour ça que vous n'avez pas le droit de libérer. Les conditions d'exercice de la pharmacie en France incluent le fait d'être inscrit à l'ordre des pharmaciens, ce pourquoi il faut avoir validé sa soutenance de thèse. J'en profite pour préciser que l'acte de certification ne doit pas être pris à la légère. Comme vous l'avez appris dans vos cours de philosophie, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Que ce soit dans le serment de Galien, dans les directives européennes ou dans le code de la déontologie, tout indique que le pharmacien doit toujours avoir en tête l'intérêt du patient pour diriger ses décisions. Et sans vouloir être alarmiste, les erreurs peuvent entraîner des conséquences, tant pour le patient que pour le pharmacien lui-même. Vous et votre pharmacien responsable êtes responsables, justement c'est dans le titre, de vos libérations. Et vous pouvez être poursuivi à ce titre au pénal, au civil et ou au Conseil de l'ordre. Si on n'a jamais vu un pharmacien aller en prison à cause de son exercice, bien que dans l'absolu ça reste possible, vous vous exposez toutefois à de lourdes amendes et à des retraits de diplôme. Il est donc primordial de prendre cette mission très au sérieux et de savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Mais on y reviendra en fin de formation. Donc si on résume, d'après le Code de la santé publique en France, tout acte pharmaceutique doit être effectué sous le contrôle effectif du pharmacien. En parallèle, d'après les directives européennes, un site industriel doit justifier de la présence permanente et continue d'une personne qualifiée, justifiant d'une formation répondant aux critères mentionnés dans la dite directive. Sachant que ces critères correspondent exactement aux études universitaires de pharmacie, il est logique dans le modèle français que la personne qualifiée soit le pharmacien responsable, qui est donc en charge, d'après les BPF, de la certification des lots. Pour votre information, le pharmacien responsable a bien d'autres responsabilités qui sont listées dans les articles
R5124-34 et R5124-36 du Code de la santé publique. On y trouve entre autres mention du fait que le pharmacien responsable est également directeur général ou directeur général délégué, ceci pour ne pas pouvoir subir de pression contraire à sa fonction. Il est également en charge bien sûr de la fabrication, mais aussi de la publicité, de l'information, de la pharmacovigilance, du transport et du stockage des lots produits sur son site industriel. Vous avez remarqué que depuis le début, le pharmacien responsable ou la personne qualifiée est responsable personnellement de toutes les activités que j'ai mentionnées. Vous vous doutez bien que personne n'a le temps de surveiller tout ça sur un site de taille industrielle, d'autant plus sur des sites qui produisent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le pharmacien responsable a donc la possibilité de déléguer sa signature à d'autres pharmaciens, qui seront alors pharmaciens délégués ou pharmaciens adjoints. Ceux-ci pourront donc signer des documents, notamment dans le cas de la certification, avec l'autorité du pharmacien responsable. Vous savez maintenant tout du poste de pharmacien responsable. Ça vous fait envie ou pas? Passons maintenant au sujet principal de cette formation, comment certifier un lot. Ouvrez vos BPF, page 445, et lisez le paragraphe 1.7. Vous verrez qu'il est découpé en 21 sections, listant les points dont la personne qualifiée / pharmacien responsable a la charge de vérifier qu'ils sont respectés. Je ne vais pas vous les détailler un par un, ce serait trop long et pas très intéressant. Les 21 points s'affichent derrière moi, n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez les lire ou les retrouver directement dans l'annexe 16. Ce que je vous propose plutôt, c'est de découper ces points en deux catégories. Ce qui peut être verrouillé en amont de la certification et ce que vous devez vérifier à chaque lot. Parce que oui, le certificateur ne peut pas vérifier systématiquement les 21 points listés dans l'annexe 16. Ça prendrait trop de temps, et au-delà de ça, ça n'aurait pas beaucoup de sens. L'annexe 16 dit d'ailleurs clairement au point 1.7 que la personne qualifiée devra s'appuyer sur le système qualité pharmaceutique. C'est donc ce qu'on va faire. Commençons tout de suite par les points à ne pas vérifier systématiquement. Avant toute chose, entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire que les points qui sont concernés par cette partie ne sont pas importants et que vous pouvez les mettre de côté. Vous pouvez, en inspection ou en audit, être interrogé sur la maîtrise de ces points. En revanche, je dis qu'ils ne sont pas censés évoluer entre les lots, et ils sont en général monitorés par d'autres services de l'entreprise. Vous avez donc la possibilité de vous renseigner lorsque vous serez formé pour certifier des lots, ou avant de commencer à certifier un nouveau produit, et ainsi avoir un niveau de confiance suffisant pour certifier sur cette base. Premier point, les fournisseurs et sous-traitants au travers d'audits réguliers. Si le planning d'audit n'est pas respecté, une déviation devra être ouverte, vous permettant d'être informé d'une dérive. Si aucune déviation n'est en cours, considérez que vos fournisseurs sont sous maîtrise. De plus, les matières ne doivent pouvoir être approvisionnées que via des fournisseurs qualifiés, mentionnés dans l'AMM et libérés selon des spécifications également conformes à l'AMM. Les audits fournisseurs vous permettent également de vous assurer que ces derniers respectent les bonnes pratiques de distribution lorsqu'ils vous livrent des substances actives, et les BPF quand ils fabriquent des matières premières et des excipients. Vous le voyez, les audits ont une importance capitale pour s'assurer que les matières premières que vous utilisez sont d'une qualité suffisante. Cela vaut aussi pour les sous-traitants qui effectueraient des étapes critiques, par exemple une stérilisation terminale. Sachez où trouver le planning d'audit et intéressez-vous au rapport d'audit d'un ou deux de vos fournisseurs critiques pour savoir ce que votre entreprise vérifie. En fonction de votre entreprise, vous pouvez même demander à être formé pour devenir auditeur, ce qui représente une certaine charge, mais apporte une vraie plus-value dans la confiance que vous aurez en votre système. Deuxième point, l'auto-inspection. De manière similaire aux audits de fournisseurs et sous-traitants, votre entreprise doit s'auto-inspecter pour détecter les dérives. Sachez où trouver le planning et intéressez-vous au contenu. Vous pouvez également devenir auditeur interne, ce qui est moins chronophage qu'auditeur externe et tout aussi utile. Troisième point, les études de stabilité. Chaque produit a fait l'objet d'une étude de stabilité initiale qui va définir sa durée d'expiration. Ensuite, les études de stabilité annuelles auront lieu pour suivre le produit. En cas de non-conformité de ces études annuelles, une déviation sera ouverte. S'il n'y a pas de déviation, considérez que les études de stabilité terminées et en cours sont conformes. Un conseil, regardez quand même les études de stabilité initiales lorsque vous vous formez à libérer un nouveau produit. Il est toujours utile de savoir quelle est la durée de péremption et c'est bien également de savoir comment se comportent les caractéristiques de votre produit au cours du temps pour évaluer l'impact de certaines déviations par exemple. Tous ces points sont donc encadrés par le système qualité. Passons maintenant aux points qui doivent être verrouillés durant la validation de procédé. Le process doit être designé en fonction de l'AMM et les contrôles libératoires faits pour répondre à la spécification du produit, elle-même extraite des attendus listés dans l'AMM. Vous partez donc du principe que si tous les contrôles libératoires sont faits et que le procédé de fabrication a suivi le mode opératoire approuvé, l'AMM a été respecté. Idem pour le conditionnement. La nécessité d'apposer des dispositifs comme un témoin d'intégrité, aussi appelé tamper evident, ou un data matrix de sérialisation,
et déterminés lors de la mise en place de la validation du procédé. Si votre mode opératoire les requiert, vérifiez qu'ils sont présents. En revanche, s'ils ne le demandent pas, vous ne devez pas chercher à savoir s'ils auraient dû être mis. Vous partez du principe que la validation a été faite correctement et que vous pouvez vous appuyer dessus. Parcourez la validation initiale et connaissez les paramètres critiques et les spécificités de vos produits. Ça vous permettra d'avoir une évaluation plus pertinente des déviations et des événements ayant eu lieu pendant la production et le contrôle de vos lots. En revanche, vous n'avez pas à vérifier que le procédé demeure dans un état validé, ni que la formation du personnel est à jour. Concernant le transport, sachez pour commencer où s'arrête votre responsabilité. Est-ce que c'est au chargement du camion? Lorsque le camion arrive au quai du destinataire? Lorsque le camion est déchargé? Ça s'appelle les incoterms et je suis sûr que votre service supply sera ravi de vous l'expliquer en détail. Renseignez-vous également pour savoir si des mesures particulières sont mises en place pour transporter votre produit. Température contrôlée, protection contre la lumière, protection contre l'oxygène. Mettez en regard la présence ou l'absence de conditions particulières de transport et les paramètres critiques de votre produit. Enfin, prenez en compte la destination de votre médicament. Est-ce qu'il va dans un pays chaud ou un pays froid? Est-ce qu'il est transporté en avion, auquel cas le changement de pression peut avoir un impact? Ayez aussi en tête que la destination peut comporter des spécificités. Certains marchés sont trop petits pour justifier une présentation à part entière et sont donc mutualisés. Le donneur d'ordre, celui pour qui vous fabriquez vos lots, peut décider de prendre une fraction d'un lot France, par exemple, pour l'envoyer au Maroc. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que la météo au Maroc n'est pas la même qu'en France. La France comporte également les départements d'outre-mer. L'appellation Rest of the World couvre aussi de nombreux pays qui peuvent avoir des environnements très différents. Vous ne pourrez pas y faire grand-chose si ce n'est connaître votre produit et avoir confiance dans la validation et la mise en place de mesures lorsque c'est nécessaire. Viennent enfin les requis réglementaires. Si vous êtes le site fabricant ou le site de contrôle, ce qui est souvent le cas quand vous certifiez, vous devez être mentionné dans l'AMM. Les lots que vous libérez ne peuvent être expédiés qu'en respectant la législation des États destinataires. Vos matières doivent être conformes à l'AMM concernant l'encéphalopathie spongiforme animale transmissible, aussi appelée maladie à prions. Les accords techniques requis sont établis. Discutez de ces points avec l'AQ réglementaire à l'occasion, mais ne cherchez pas systématiquement à les vérifier à chaque certification. Ce sont des documents qui ne sont censés évoluer que très peu au cours du temps, et lorsque c'est le cas, une notification doit vous être faite. Un conseil QP Pharma. Vous avez remarqué qu'il est évoqué plusieurs fois d'être en accord avec l'AMM. C'est logique, l'AMM donne le cadre dans lequel l'utilisation du médicament est autorisée. Il faut donc la respecter à chaque étape. Le problème, c'est que si l'établissement pour lequel vous travaillez n'est pas titulaire de l'AMM, il est probable que vous n'ayez pas accès à ce document. Dans ce cas, je vous conseille de discuter avec votre client titulaire de l'AMM pour qu'il vous fournisse un document qu'il aura approuvé et dans lequel il s'engage à vous donner toutes les informations nécessaires aux étapes que vous réalisez et dans le cycle de vie du médicament. Je fais une parenthèse dans le sujet de la certification pour vous parler de la gouvernance qualité. Vous allez vite comprendre pourquoi. La gouvernance qualité monitore l'ensemble des composantes du système qualité de votre site. Le nombre de déviations en cours et en retard, les CAPA, les change control, le planning d'audit, le maintien en statut validé des équipements, le taux de péremption documentaire, les déviations récurrentes, les revues annuelles produits, APR en anglais. Votre site doit avoir un plan annuel qui fait le bilan de tous ces indicateurs, met en évidence ceux qui sont dans le rouge et propose des actions à mettre en place pour améliorer la situation. Ce plan est ensuite revu périodiquement pour s'assurer que les actions sont mises en place dans les délais. Et vous, certificateur, devez être particulièrement intéressé par ce plan. En effet, je vous ai dit que vous devez avoir confiance en votre système qualité pour ne pas avoir besoin de vérifier le maintien en statut validé de vos équipements ou le planning d'audit à chaque certification. C'est l'outil parfait pour ça. Regardez votre plan annuel de gouvernance de la qualité pour savoir où en est votre entreprise dans ces domaines. Autre information, ce plan est de plus en plus régulièrement demandé en début d'inspection. Soyez honnête en le rédigeant, ne vous voilez pas la face et ne soyez pas inquiet que l'inspecteur tombe dessus. Il vaut mieux que vous présentiez un document qui liste vos points faibles et mette des actions en place plutôt que l'inspecteur ne se rende compte par lui-même que vous avez un backlog de déviation en retard ou que vos validations de procédés ne sont pas maintenues. Fin de la parenthèse. Revenons à la certification proprement dite. On a fait le tour des points que vous ne vérifiez pas systématiquement. Mais ça veut dire qu'il en reste 7 et je vais vous les détailler dans la prochaine étape de cette formation, les vérifications
systématique lors de la certification. Je suis navré, mais là on va difficilement pouvoir échapper à la liste de courses extraite d'un texte réglementaire. Promis, ça ne sera pas long. Les activités de fabrication et de contrôle doivent être réalisées selon les BPF. Ça paraît évident, mais c'est toujours mieux de le rappeler. Concrètement, ça correspond à la revue du dossier de lot, on ne peut pas y couper. C'est un point central sur lequel doit être porté beaucoup d'attention. Libre à chaque entreprise de définir son process de revue et les rôles et responsabilités de chacun, mais le pharmacien certificateur doit au moins revoir tous les paramètres critiques. À vous de les identifier. Par exemple, pour une étape de formulation ou de répartition, les points les plus classiques sont le statut et la péremption des matières, les dates de fabrication et péremption associées du produit fini, la réalisation et la conformité des IPC, les activités en milieu aseptique s'il y en a, les holding time, le respect des paramètres validés comme l'agitation, la température, et surtout, tous les commentaires. S'il y a un commentaire, c'est en général que quelque chose d'imprévu ou d'inhabituel a eu lieu. Donc vous devez regarder et évaluer l'impact. Vous devez vérifier que vos matières, principes actifs et excipients sont libérés avant de vous en servir. Votre RP doit être fait de manière à ce que les matières ne puissent pas être mises en production si elles ne sont pas libérées, mais je vous conseille quand même de vérifier leur COC. Tous les enregistrements doivent être complets et approuvés. Tous les IPC doivent avoir été effectués. On recoupe ici la revue du dossier de lot, mais il est bien entendu essentiel qu'aucun enregistrement, document à compléter, rapport, ne soit manquant avant la certification, et vous devez vérifier qu'il soit conforme ou avec impact maîtrisé et documenté. Les résultats du contrôle qualité sont conformes. C'est un incontournable. Est-ce que mes tests libératoires sont conformes? Si oui, ok, sinon OOT ou OOS. L'impact de toute modification doit avoir fait l'objet d'une évaluation. Les change control. Certains le mettraient peut-être dans la catégorie de ce qui peut être verrouillé avec le système qualité. À mon sens, c'est une erreur. Oui, ce n'est pas le certificateur qui va gérer tous les change control, mais il est impératif qu'il en soit tenu au courant et qu'il ait un moyen de vérifier à chaque certification qu'un nouveau change control n'ait pas eu lieu sur son produit. Un change control ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas certifier. En général, il y a des scopes, soit sur quelques lots, soit uniquement sur un équipement. Certains ne sont pas bloquants, mais vous devez le savoir et vérifier à chaque fois. Trouvez un moyen pour rendre cela le plus simple possible, mais faites-le. Conseil QP Pharma. Procédurez que le responsable du suivi du change control ou le responsable du change control doivent identifier sur la partie documentation, par exemple le dossier de lot, ou informatiquement avec système de notification, tous les lots produits soumis à un exercice d'autorisation du change control. Un coup de tampon lot sous change control sur le dossier en démarrage de production vous assurera par exemple que l'information aille jusqu'au certificateur qui aura la charge de vérifier que le change control n'est pas bloquant. Procédurez que c'est à la charge du responsable du change control de s'assurer que l'information soit claire et disponible. D'expérience, les change control sont une grande source de rappel de lot. Toutes les investigations ont été menées à bien et l'impact est maîtrisé. Évidemment, comme les contrôles libératoires, il faut impérativement le vérifier avant la certification. En général, c'est même la dernière chose qu'on fait avant de signer. Une vérification qu'il n'y a pas une nouvelle déviation qui se soit déclarée la nuit dernière. Question surprise. Vous avez probablement une base de données qui répertorie toutes vos déviations et leur donne un numéro unique. Quand vous voulez certifier un lot, comment faites-vous votre recherche? À partir du numéro de lot ou du numéro d'article? Est-ce que vous faites votre recherche aussi sur les matières premières utilisées? C'est vrai. Si une déviation est en cours sur une matière, on ne peut pas certifier un lot qui a utilisé cette matière. Donc, il faut vérifier. Et s'il y a une coquille dans le numéro de lot lors de la rédaction de la déviation, est-ce que votre système va vous la sortir quand même? Et d'ailleurs, il faut le taper le numéro de lot exact avec l'indissage ou est-ce que juste la racine suffit? Si aucune de mes questions ne vous a mis le doute et que vous avez une réponse à chaque fois, félicitations, c'est probablement que vous connaissez bien votre système de gestion des déviations. Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous sur le fonctionnement de la recherche dans votre base de données et quelles sont ses limites. Il peut également y avoir des mesures prises autres que la base de données pour être sûr de ne pas rater de déviation. Par exemple, les renseigner directement par écrit dans le dossier de fabrication ou de contrôle de l'étape concernée. Ainsi, ce sera vu lors de la relecture du document en plus d'être enregistré dans la base de données des déviations. Certains ERP disposent également d'un système de notification qui informe l'utilisateur de la liste des déviations en cours ou clôturées impactant le lot à certifier. Les réclamations en cours ne doivent pas aller à l'encontre de la certification. Le dernier point est celui qui est souvent oublié.
Vous devez savoir s'il y a des réclamations en cours sur votre produit. Si c'est le cas, sachez pourquoi et demandez-vous si les lots suivants peuvent être impactés par le même problème. Si oui, certifier n'est peut-être pas la bonne chose à faire. C'est comme les déviations en somme. Nouvelle parenthèse, cette fois-ci sur les Annual Product Review, APR ou Revue annuelle produit en français. Ces documents sont, en quelque sorte, l'équivalent de la gouvernance qualité à l'échelle du produit. Vous y trouverez résumé les déviations qui ont eu lieu sur le produit, le nombre de lots produits, les change control en cours, les change control clôturés, un suivi des tendances, et donc même conseil que pour la gouvernance qualité, regardez les APR. De mon point de vue, l'idéal est même que les certificateurs soient signataires des APR des produits qui les concernent. Mais dans tous les cas, avant de certifier un produit pour la première fois, lisez sa dernière APR. Ok, nous avons vu tous les points mentionnés dans l'annexe 16, comment il était possible de ne pas vérifier systématiquement certains points, et lesquels, à l'inverse, devaient être vérifiés à chaque fois. Le plus simple pour ce genre de choses, c'est de faire une checklist, et voici celle que je vous propose. Petit 1. Est-ce que mes documents correspondent à ce que je veux libérer? Bon numéro de lot, attention aux indissages, bon code article, bonne désignation, bonne quantité, bonne date de fabrication, bonne date de péremption. Ça vous évitera des erreurs. Petit 2. Est-ce que mes matières sont libérées? Petit 3. Est-ce que ma revue de dossier de lot est complète? Petit 4. Est-ce que mes tests libératoires sont conformes? Petit 5. Est-ce que toutes mes déviations OOS sont clôturées avec impact statué maîtrisé? Petit 6. Est-ce qu'il y a des change control ou des réclamations en cours qui peuvent impacter ma certification? Bien sûr, cette checklist peut être allongée en fonction des spécificités de vos produits et de vos process. En revanche, si des choses peuvent y être ajoutées, rien ne peut en être retiré. C'est pas moi qui le dis, c'est les BPF. On a fini cette lourde partie sur la certification. Vous êtes maintenant incollable et vous savez certifier dans les règles de l'art. Je vous propose quand même 5 conseils pratiques basés sur mes expériences ainsi que celles de Christophe et Ludovic. Premier conseil, allez en production. C'est la première chose à faire. Et je ne parle pas d'avoir son bureau en zone de production. C'est bien, mais c'est insuffisant. Allez dans l'atelier. Posez des questions au personnel de production. Si vous êtes un nouvel arrivant, demandez à votre manager si vous pouvez passer une semaine sur une ligne de production. En tant que certificateur, vous devez comprendre comment fonctionnent vos lignes. Si vous êtes sur un site où il n'y a pas de ligne de production, c'est plus compliqué, mais peut-être que vous pouvez profiter d'un audit pour vous rendre sur le site de votre sous-traitant. C'est primordial pour comprendre ce qui est écrit dans les dossiers de lot et sur quoi se basent les investigations des déviations. Ça vous permettra également de créer du lien avec les opérationnels. Ne négligez pas cet aspect. Il faut que les opérateurs vous connaissent et qu'ils soient à l'aise pour vous appeler lorsque quelque chose n'est pas normal. S'ils ne vous connaissent pas, ils ne vous appelleront pas et vous passerez à côté d'informations potentiellement critiques. Et pour créer du lien avec les opérationnels, rien de plus simple, allez en production. Si ce n'est pas vous qui avez traité une déviation, parcourez-la. Vous devez comprendre quel est le problème, quelles sont les causes identifiées et être d'accord avec la levée d'impact pour certifier. Si ce n'est pas le cas, allez poser des questions à celui qui l'a rédigé et ou approuvé. L'idée n'est pas de challenger pour le plaisir de challenger, mais vous devez avoir une vision globale de tout ce qui s'est passé sur votre lot. C'est ce qui vous permettra de cumuler les impacts. Ne regardez pas les déviations individuellement. En tant que certificateur, vous avez une vision globale de toutes les étapes qui ont été confirmées. Et si, à chaque étape, les déviations ont été clôturées avec impact maîtrisé, ça ne veut pas dire qu'une déviation qui a eu lieu durant la formulation n'est pas en lien avec une déviation survenue au contrôle qualité. Si vous avez 8 contaminations environnementales à différentes étapes du procédé, même si elles peuvent chacune individuellement être considérées sans impact, ça semble montrer quand même que l'environnement lors de la production de ce lot était de très mauvaise qualité et donc que le risque d'unité contaminée est plus fort qu'à l'accoutumée. Il faut le savoir et le prendre en compte. Troisième conseil, n'emportez pas vos dossiers chez vous. Bon, déjà au sens propre, aucun document BPF ne doit sortir de votre entreprise pour tout un tas de raisons évidentes, mais surtout au sens figuré. J'entends par là que certifier est une tâche qui représente beaucoup de responsabilités et qui peut parfois peser sur le moral en dehors des heures de bureau, empêcher de trouver le sommeil ou même être carrément une source d'angoisse. C'est donc d'autant plus important d'avoir une méthode à toute épreuve pour certifier. Donnez-vous les moyens de faire du travail de qualité. Ça vous aidera à avoir confiance en vos décisions. Pour les décisions difficiles à prendre, faites-le de manière collégiale ou escaladez le sujet à votre hiérarchie. Soyez conscient des décisions qui vous incombent et que vous êtes à l'aise pour prendre
et des décisions qui relèvent de la strate au-dessus. Un jeune pharmacien doit libérer des lots qui n'ont pas de problème, refuser des lots qui sont à l'évidence non conformes. Entre les deux, plus on resserre, plus ça devient compliqué de trancher. Sachez faire le tri et escalader les lots qui sont atypiques et avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Un pharmacien responsable ou un manager qualité préférera toujours que vous remontiez les sujets plutôt que vous preniez une mauvaise décision. Quatrième conseil, documentez vos décisions. N'hésitez pas à ajouter des commentaires au dossier de lot s'il y a des événements atypiques et assurez-vous que les conclusions soient compréhensibles. Peut-être que dans 3 ans, quelqu'un d'autre que vous devra défendre votre dossier en inspection et il faut qu'il ait les informations à sa disposition pour le faire. Cinquième conseil, écoutez les autres. Des gens savent mieux que vous et c'est normal. Être certificateur ne veut pas dire être expert en tout et être à la queue ne veut pas dire être enfermé dans son bureau. Au contraire, allez voir vos experts métiers, demandez leur avis, demandez-leur de vous expliquer le fonctionnement de tel ou tel équipement. En général, tout le monde aime parler de son métier, de l'opérateur jusqu'au directeur de site. Donc posez des questions et basez vos décisions sur l'expertise de vos collègues si vous êtes convaincu. J'avais dit 5 conseils, ce sera 6, parce que j'ai une dernière chose à vous dire. 6e conseil, écoutez-vous. C'est le dernier conseil et ce n'est pas pour rien. À la fin, c'est vous qui signez. Vous engagez votre responsabilité et a fortiori souvent celle de votre pharmacien responsable. Comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la formation, nous devons toujours avoir à l'esprit le patient au bout de la chaîne. Quelque chose dans le dossier de l'eau n'est pas clair? Ne signez pas tant qu'on ne vous l'a pas expliqué. Une investigation est bancale? Ne signez pas. Une réclamation en cours vous met le doute? Ne signez pas. Escaladez les sujets si besoin. Et si votre chef vous dit « T'inquiète, tu peux signer », faites-le signer lui. Ne certifiez jamais un médicament que vous ne seriez pas capable de prendre vous-même ou d'administrer à vos proches.